Bonjour à tous, merci de vous être connectés sur ce webinaire sur la présentation du DJI Dock. Je voudrais déjà savoir si tout le monde m'entend. Vous pouvez répondre oui par rapidement sur le chat. Bon, je vois les réponses, c'est parfait. Tout le monde m'entend, c'est parfait. Donc voilà, on est ici ce matin pour que je vous fasse une présentation en live du DJI Dock. Donc on est la société Flying Eye. Du coup, voilà, qui a reçu en exclusivité pour la France le dock. Donc, on va commencer la phase de la présentation. Et je vais revenir rapidement un petit peu sur quelques slides de présentation générale du doc pour les personnes qui ne le connaîtraient pas encore parfaitement. Après, on basculera sur l'interface d'utilisation du doc, c'est le FlyTub 2. Et on finira par une démo live en réel, voilà, avec un vol préprogrammé que nous avons fait précédemment. Et ça se finalisera sur les phases de questions-réponses. Donc, juste pour vous préciser, pour les personnes qui sont en ligne, j'ai des personnes qui sont aussi en présentiel. Donc, potentiellement, peut-être que des fois, je vais être interrompu par une question en live. Mais bon, voilà, donc voilà, c'est une présentation mixte présentielle et en ligne. Voilà, donc nous allons commencer par la présentation. Donc le DJI Dock est un système de déploiement automatisé de drones, communément appelé maintenant drone in the box. Donc voilà, c'est une box qui permet d'automatiser les vols et les plans de vol avec le drone, le DJI Matrice 30. Il permet, voilà, donc en fait de relever deux défis. C'est de faire de baisser les coûts d'exploitation, voilà, en diminuant l'exploitation par les télépilotes. Et voilà, après d'avoir des opérations jusqu'à H24, 7 jours sur 7, sur des éléments qui sont répétables. Donc après, voilà, donc le décollage et l'atterrissage et le chargement sont réalisés de façon complètement automatique dans le DJI Dock. Il permet aussi, forcément, un des buts de cette solution-là, c'est qu'il soit opéré à distance. Ce qui ne nécessite plus, du coup, si on déploie différents docks sur différents sites, voilà, il n'y aura plus la nécessité d'avoir un opérateur sur place pour mettre en œuvre le drone et l'inspection qui est nécessaire. Voilà, c'est le but, voilà, et d'automatiser les opérations. Donc voilà, le but du dock, c'est de faire des opérations de jour et de nuit. Donc il est opérable de moins 35 à plus 50 degrés. Le dock est équipé d'une climatisation, voilà, qui permet de maintenir à une température de fonctionnement tout le système plus le drone. Tout le système est étanche. Voilà, la protection globale est en IP55 et les composants principaux de la station sont IP67. Les décollages et les atterrissages peuvent être autorisés jusqu'à une résistance au vent jusqu'à 12 mètres par seconde. La protection, voilà, la station est protégée, voilà, sur la station électrique contre la foudre. Donc voilà, il est équipé de parafoudre. Et d'un point de vue alimentation, il nécessitera une alimentation de 1500 watts. Le dock est équipé d'une batterie, voilà, qui permet d'alimenter le système pendant 5 heures. Alors, il ne permettra pas d'opérer le drone hors alimentation pendant 5 heures. C'est une batterie de secours. Donc, en cas de coupure, il permettra en fait de continuer la mission, que le drone se repose en toute sécurité et voilà, de mettre à l'abri le drone. Et après, le système restera alimenté et en ligne pendant 5 heures.
Mais voilà, après, il ne permet pas, ça ne permet pas à l'heure actuelle, en tout cas sur la batterie interne du dock, de faire, de continuer la mission. Donc la configuration est comme très simple et rapide. Donc la station a un poids de 105 kg, batterie et drone inclus. L'espace requis au sol est de moins d'1 m². Donc vous voyez à l'écran les dimensions du dock. Et pour le paramétrer, en fait, il suffit de simplement utiliser la radiocommande RC+ du drone. Donc c'est bon, cette configuration est à faire qu'une seule fois, bien sûr, mais elle se fait voilà via à 100% via la RC+. Le système, du coup, est équipé en double transmission radio 2.4 et 5.8, plus un module d'extension 4G. Donc, il peut être équipé d'un dongle 4G. Alors, ce module 4G n'est pas là pour communiquer entre la station et le serveur, mais entre la station et le drone. Donc, c'est un module optionnel. Donc pour l'Europe, DJI, pour le moment, n'a pas prévu la commercialisation de ce module 4G, parce qu'il y a un peu un vide réglementaire autour des pilotages des drones via la 4G. Mais du coup, voilà, c'est une option qui est possible. Et on peut lui aussi, il a une baie d'extension, on peut lui rajouter un micro PC, un computer interne pour faire des traitements embarqués, des datas renvoyées par le drone. Voilà, si on avait un besoin de computing embarqué au niveau du dock et pas via un serveur. Voilà, il y a un emplacement qui est prévu pour ça. Donc la liaison de transmission est LocuSync 3 en version Enterprise. La durée de vol du M30 est de 40 minutes et la portée radio a un rayon de 7 km autour du dock. Le temps de rechargement, donc 10%, 90% est de 25 minutes. Voilà, il reste sur un temps. En opération, il optimise et il ne monte pas jusqu'à 100% parce que le temps de chargement serait un peu plus allongé. Donc, il reste sur un rechargement jusqu'à 90%. Donc là, on voit les flux des climatisations pour refroidir les batteries pendant les rechargements. Le dock sera opéré par la solution logicielle FlightHub 2. Donc, il y a différentes façons il y aura différentes façons d'opérer le dock. Donc, soit par la solution logicielle DJI, donc le FlightHub 2, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Euh, voilà, donc c'est une plateforme en cloud fournie par DJI. Alors, il faut savoir que le dock n'est pas encore complètement commercialisé. DJI vise un lancement officiel vers le mois de juillet. Donc, tout ce qui est firmware et logiciel FlightHub 2 est encore en version bêta. Donc, il y a encore, donc c'est parfaitement fonctionnel, hein, mais il y a encore des fonctionnalités qui vont arriver très prochainement. Notamment le contrôle de la caméra en live pendant la mission. Pour le moment, on peut orienter les caméras, les zooms, etc. Via programmation de la mission, mais on n'a pas encore la main sur la caméra en live. Donc ça va arriver courant avril. Donc voilà, donc le premier déploiement, c'est en FlightHub 2 et il y aura une possibilité
de faire du déploiement en serveur privé, hein. Donc ça, si vous voulez des renseignements sur le déploiement serveur privé, je vous inviterai à nous recontacter directement pour qu'on voit ça ensemble. Donc sur cette plateforme-là, donc le FlightHub 2, il permet la gestion complète du système, donc les pilotes, les drones, les docks, parce que le FlightHub 2 permet de superviser bien sûr plusieurs plateformes. On permet aussi du coup de planifier ses missions, les temporalités, les programmations, etc. En fait, tout se fait via une seule interface. Donc voilà, les utilisateurs peuvent créer leur propre plan de vol. Donc, et aussi, il permet le FlightHub 2 de faire la gestion des données prises par le drone, donc photos et vidéos. Une des grandes forces du système doc, c'est que tout ce qui est photos et vidéos faites par le drone en temps réel sont rapatriées vers la plateforme FlightHub via le réseau, via Internet, en temps réel. Donc je m'explique. Pour tout ce qui est photo, sur des configurations, sur une plateforme classique, il aurait fallu, une fois que le drone a fait sa mission, un opérateur se déplace, prenne la carte SD dans le drone et rapatrie toutes les données, toutes les photos, toutes les vidéos. Là, le doc transmet au FlightHub 2, au serveur, directement les photos et les vidéos en plein format, vraiment les mêmes fichiers que vous avez sur votre carte SD. Donc, lors d'une exploitation, une mission de photogrammétrie ou d'inspection ou de reconstitution 3D, même si vous êtes à 200 km de votre plateforme, quelques instants. Alors pour les photos, ça se fait au fil de l'eau pendant le vol. Pour la vidéo, ça se fait une fois que la vidéo est finalisée. Et comme les fichiers sont plus lourds, ça met un peu plus de temps à se transmettre. Mais vous allez récupérer les fichiers avec les géotags, etc., les fichiers identiques à la carte SD directement sur le serveur sans avoir à intervenir sur place et récupérer les fichiers. Mais ça, c'est quelque chose que je vous montrerai dans l'interface juste après. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a un stock d'extensions pour faire du edge computing, pour pouvoir faire des traitements de données en embarqué directement sur le dock. Et on revoit du coup les différents modes de déploiement du drone, du dock. Donc la version FlightHub, donc ça fournie par DJI. Et aussi, du coup, après, avec ce qu'il appelle une plateforme customisée en Cloud API, donc un serveur privé. À savoir que là, je fais une petite aparté sur le FlightHub 2. Le FlightHub 2 permet de gérer les docks, mais pas que. Il va gérer toute la gamme Enterprise des drones, voilà, des opérateurs. C'est ce qu'on voit directement là dans le cas du milieu. Donc, le drone, la radiocommande et DJI Pilot 2 permet de vous connecter au FlightHub 2 directement. Donc, dans un système global, vous pourrez superviser grâce à FlightHub 2 vos docks, mais aussi vos opérateurs qui sont en train de faire un opérateur avec un Mavic 3, avec un Matrix 300 ou un Matrix 30 directement, donc des configurations hors dock. Vous aurez accès, vous pourrez centraliser les données, les flux vidéo en live, etc., superviser vos missions à distance. Alors, attendez, a priori, il y a une question sur le chat. Ouais, on a une question de Christopher qui demande est-ce que toutes les photos et vidéos passent par le dock? Oui. En fait, dans la liaison de données, le drone est connecté au dock, donc ça va transiter par la liaison radio du drone vers le dock. Et après, c'est le dock, lui, qui est connecté au réseau, hein. Donc le dock, il est équipé d'un
d'un RJ45. Donc après, voilà, en fait, on a la main sur la connexion du dock via un réseau externe. Donc ça peut être un réseau complètement local, hein, un réseau Ethernet local, du Wi-Fi, du WiMAX, des modules de radio mesh, un routeur 4G externe, une liaison satellite. Voilà. Après, là c'est l'opérateur qui met en place le système qui a la main sur la connexion réseau du dock. Et donc, oui, pour le rapatriement des données photos et vidéos, donc le drone va transmettre en radio via l'OcuSync jusqu'au dock. Et après, le dock, lui, est connecté au serveur Flight Hub ou au serveur privé et il va pousser vers le serveur les photos et les vidéos. On a une deuxième question d'Alizé qui demande si le M30 qui est connecté au dock, il est doté du suivi de terrain. Alors, le suivi de terrain sur la version Flight Hub n'est pas encore implémenté, hein. Donc, on a la main sur, on va le voir juste après, lors de la planification de vol, on peut ajuster la hauteur de chaque point. Mais pour le moment, dans le Flight Hub 2, le suivi de terrain n'est pas implémenté. On peut injecter un modèle 3D qu'on aura fait précédemment pour avoir une conscience du terrain précis. Donc, avec un modèle 3D fait dans l'idéal en RTK pour avoir un positionnement centimétrique. Mais le suivi de terrain automatique n'est pas encore implémenté à la version actuelle bêta du Flight Hub 2. Alors, là, je vais passer du coup sur l'interface du Flight Hub 2. C'est bon. Alors, j'espère que tout le monde voit bien l'interface. Hop, alors on va ressortir parce que là, j'étais déjà. Hop, on va ressortir au niveau de l'entrée. Donc, voici l'interface. Cette interface, donc voilà, en fait, on se connecte via son compte DJI. Donc là, je vais vraiment présenter le Flight 2, la version faite par DJI. Donc, qui permet en fait sur un compte, on peut gérer plusieurs projets. On peut avoir plusieurs projets en cours avec forcément du coup, avec sur chaque projet, il y aura des opérateurs, des pilotes et surtout une partie hardware aussi, des membres et hardware différents qu'on va assigner sur les différents projets. Donc là, en première page, nous voyons donc la page projet. Après, ici, nous allons pouvoir gérer les membres. Ça charge les différents membres. Leur assigner, donc sur chaque membre, on peut leur assigner un niveau de rôle. Donc des simples membres, des opérateurs, des administrateurs global, etc. Et dans le dernier onglet, nous allons voir du coup les différents devices qui sont attachés au projet. Donc là, nous pouvons voir que nous avons le M30 du dock qui est en ligne. Et il y a un onglet spécifique au dock. Voilà. Donc là, on voit que la station est en stand-by et le drone est en attente. Donc là, je vais rentrer dans le projet. Donc une fois que nous sommes entrés dans le projet, nous voyons directement les devices qui sont en ligne. Donc là, on voit qu'il y a le dock, forcément, qui est en ligne. Il n'y a pas pour le moment, voilà, le statut, c'est normal. Il n'y a pas de tâche de planifier. Et on voit les membres, en dessous, les membres qui sont les pilotes qui sont connectés. Donc, directement, nous voyons la cartographie. Donc, bien sûr, hein, nous pouvons afficher soit la vue satellite directement, la vue simplifiée. Alors, je laisse sur la vue standard hein, pour éviter les lags lors de la retransmission.
Donc nous voyons que sur la vue satellite, sur la vue standard par exemple, là, il y a un modèle 3D que nous avons déjà injecté dans le système. Alors c'est une vue simplifiée hein, c'est un modèle 3D simplifié voilà, qui a un niveau de détail assez restreint pour éviter de trop saturer le, le serveur. Mais cette vue 3D nous sera très utile pour la planification de missions et notamment pour les paramétrages d'orientation caméra. On va le voir après. Il y a un mode très intéressant dans la planification du vol pour choisir ses orientations de caméra. Donc là, ici, justement, dans l'onglet Map, nous pouvons choisir de visualiser ou pas la vue 3D que nous avons injectée. On a juste une petite question encore Oui. d'Alizé qui demande pour les vols 100% automatisés en CTR, est-ce qu'on doit obtenir une dérogation annuelle de la DGAC? Et il y a Justin qui demande même question sur la gestion des NFZ. Alors la gestion des NFZ hein, se fait de la même façon que tous les drones DJI. Hein. Faut charger les certificats. En fait, là, c'est au niveau du drone que cela se fait. Donc voilà, il y a les demandes d'autorisation à faire de la même façon que pour un drone standard. Donc après, voilà, il y aura le cas d'usage où on veut déployer le dock en permanence dans une NFZ. Donc là, ça sera un cas à gérer avec FlySafe, avec DJI, parce que comme tout le monde le sait, les déblocages de NFZ pour les opérateurs privés sont temporaires pendant quelques jours. Donc là, pour le cas, faudra le voir directement avec DJI en expliquant que le dock est déployé dans une station, dans une NFZ permanente, entre guillemets. Pour tout ce qui est autorisation de vol, je comptais en parler un tout petit peu après, mais on va aborder le sujet maintenant. Pour tout ce qui est en France, en tout cas, pour pouvoir autoriser des vols avec le dock, il faudra passer par des autorisations de vol, des autorisations d'exploitation sous méthodologie SORA ou PDRA, puisqu'il y a une PDRA qui est en train qui a été rédigée pour les drones in the box. Ça va être donc, du coup au cas par cas. Hein, donc il y a une analyse de risque qui sera faite. Voilà, ça va être au cas par cas. C'est des choses qui sont déjà en cours. On a un site en déploiement où on est en train de lancer une autorisation de vol de type SORA. Donc en fonction du coup de l'analyse de risque, on pourra opérer le système par un simple opérateur. Ce ne sera pas forcément un simple opérateur, ça sera un opérateur pour des missions qui ont un risque pas trop élevé. Il pourra être mis en œuvre par un opérateur qui aura une formation validée par la DGAC, mais pas tout ce qui est formation télépilotage, théorique drone plus formation pratique. Et après, potentiellement, si le risque devient plus élevé, la DGAC imposera que les opérateurs aient des autorisations théoriques drone plus formation pratique. Mais normalement, on va tendre vers des opérateurs qui auront une formation agréée par la DGAC pour le système. Donc, tout ça devra être détaillé dans le Manex. Mais voilà, donc sous méthodologie SORA, en tout cas, il y a déjà tous les prérequis pour le système correspond à tous les prérequis, plus après ça, c'est une partie qui nous incombe dans le package du drone. Alors le drone, lui, DJI fournit le système dock plus le drone, forcément le M30 ou le M30T, mais la société Flying Eye ajoutera tous les systèmes de sécurité, coupe-circuit et ou parachute nécessaires à pouvoir obtenir cette autorisation d'exploitation.
On a une question encore de Christopher qui parle d'autres systèmes, notamment comme DroneSense. Je ne sais pas, je ne connais pas. Je ne sais pas si ça te parle. Est-ce qu'il y Oui. a une plus-value d'utiliser justement FlightHub? Est-ce que FlightHub est le seul logiciel pour l'instant compatible avec le dock, par exemple? Alors, pour le moment, nativement, c'est le logiciel qui est prévu par DJI. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, par rapport au déploiement sur serveur privé, il y a des sociétés qui travaillent conjointement avec DJI, notamment nous travaillons, nous avons été sélectionnés par DJI pour éditer un logiciel alternatif qui permet un déploiement en serveur privé, hein. Euh, donc privé. Alors quand je dis serveur privé, hein, ça peut être donc soit un serveur physique, hein, privé, ou un déploiement en cloud privé. Donc voilà, qui ne dépendra pas d'un serveur AWS géré par DJI. Ou, Non, là, on a deux, trois questions qui tombent d'un coup. Je pense que le mieux, c'est d'attendre peut-être la fin de la présentation pour on que tu pourra puisses reprendre. avancer un petit peu. Ouais, Ouais. on pourra reprendre un Ouais, peu on reprendra les questions juste à la fin de la présentation, hein. Comme ça, on prendra le temps de bien répondre à chaque question, histoire qu'on avance un petit peu dans la présentation. Du coup, dans l'onglet médias, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, dans la partie donc sur le serveur, on voit que on a toutes les photos et les vidéos qui sont rapatriées directement sur le serveur. Donc, typiquement, nous pouvons aller voir les photos. Par exemple, ici, si je rentre sur ce plan de vol-là. Donc après, à chaque plan de vol, on essaie de régénérer un répertoire pour le vol qui a été fait. Donc, on peut directement cliquer dessus sur la photo pour la consulter. On peut la télécharger forcément, hein, parce que là, elle est en ligne sur le serveur, mais si on en a besoin localement, on peut la télécharger, hein. Donc on voit forcément voilà, toutes les informations sur la photo. Nous pouvons la faire afficher display on map. Nous pouvons la faire afficher sur le fond de carte. Sur le fond de carte, pour du coup comme ça, lorsque vous consultez la vue 3D, bah, vous voyez les endroits physiques où ont été prises les photos. Donc à chaque fois que le drone prend une photo, il prend la photo donc en zoom et la caméra grand angle. Donc voilà, après voilà, vous avez accès à toutes vos photos et après vous pouvez les rapatrier. On a accès aussi aux vidéos qui ont été faites par le drone. On peut la lancer, on peut voilà, ils n'ont pas de valeur, mais voilà, des petites vidéos qui ont été faites. Ça, c'est toute la gestion des médias. Alors, un onglet qui va être important pour l'utilisation du dock, c'est tout ce qui est planification de route. Donc, comme je vous disais, pour le moment, le Flight Hub 2 est encore en mode bêta, donc on n'a pas accès à tous les modes de route. Pour le moment, nous pouvons faire que les waypoints. On ne peut pas encore créer de linéaire ou de surface pour faire des plans de vol photogrammétriques, mais ça va arriver, hein. Ça va arriver, bien sûr. Donc ici, on peut choisir le type de drone. Bon, là, ici, dans le dock, forcément, il faut choisir le Matrice 30. Là, nous pouvons y mettre un nom et créer, du coup, le plan de vol. Alors, je suis passé rapidement sur le menu d'avant, mais sur le menu d'avant, lors de la création, on peut directement injecter un KMZ, hein, qui aurait été fait sous Google Earth ou des choses comme ça. Voilà, donc au lieu de ressaisir point par point, voilà, on peut directement injecter un KMZ. Donc après, donc, du coup, pour faire un plan de vol, bah, c'est tout simple. Donc là, on voit la position du drone. Il suffit de cliquer et de positionner son premier waypoint. On peut en rajouter un deuxième. Voilà.
On peut renommer les waypoints, leur assigner, forcément, bon là, il a mis une altitude par défaut, donc on peut lui assigner une hauteur, on a directement la vue. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, sur chaque waypoint, on peut définir des actions. Donc c'est ce qui ici, dans Add Action, donc on peut lui dire d'attendre, de tourner, de faire des orientations caméra, de prendre une photo, de lancer l'enregistrement vidéo, de le stopper. Bon là, on a la main sur différentes actions à faire sur chaque waypoint. Alors on peut mettre plusieurs actions sur chaque waypoint. Donc ça crée une espèce de timeline sur le côté qui exécutera dans l'ordre qu'on le fait. Donc, typiquement, là, si je lui dis de prendre une photo, de lancer l'enregistrement, donc on l'assigne là ici sur quelle caméra, etc. Donc on peut changer l'ordre, de commencer à faire l'enregistrement avant de faire la photo, etc. Donc l'outil qui est très intéressant pour faire ces vues caméra, là, vous voyez, enfin, j'ai rajouté une prise de photo et on voit directement l'emprise, le cône de la caméra pour la photo. Donc là, en fait, il a positionné la photo, on va dire, dans l'axe du drone. Mais il y a ce mode, qui appelle FPV View, qui permet du coup de définir vos angles caméra comme si vous étiez à bord du drone. Donc là, on va se positionner et là où tout l'intérêt du modèle 3D, c'est que nous allons voir exactement ce que verrait le drone à l'endroit du waypoint. Donc là, on peut positionner exactement la photo. Bon, là, on peut prendre pour voir un peu plus de détails. Sur la partie de droite, donc là, on a la vue grand angle en grand, et sur le petit carré, on a la caméra zoom et on peut définir un niveau de zoom pour cette photo. Une fois qu'on a déterminé son bon angle, sa bonne prise de photo, il suffit de faire sur créer et là, hop, il a créé une action avec une photo. Donc, on le voit là sur le waypoint 1. C'est la 3e photo parce que j'avais déjà créé 2 photos précédemment. Donc, si je veux recréer une 2e photo, toujours sur ce waypoint, je m'oriente, je change la partie du zoom et je recrée la photo. Donc, quand le drone va arriver à son waypoint, du coup, il va exécuter l'une derrière l'autre chaque tâche, chaque action que j'aurais prédéfinie dans chaque waypoint. Donc, donc, grâce à ça, on peut créer soit des missions d'inspection sur un bâtiment, sur un ouvrage d'art qui vont être répétées systématiquement, identiquement à chaque mission. On peut créer des missions de surveillance où le drone va faire une mission périmétrique et avec ses différents angles de caméra, etc. Donc pour le moment, comme je vous dis, le logiciel est en phase de bêta, la mission est exécutée, je ne peux pas la mettre en pause, elle doit s'exécuter jusqu'au bout, mais ça c'est des fonctionnalités qui vont arriver. Donc voilà, pour le moment, pour arrêter le drone, je suis obligé dans la programmation de vol de rajouter des pauses dans la programmation de vol, mais ça, c'est des fonctionnalités qui arrivent en même temps que le maniement en live de la caméra par l'opérateur. C'est des choses qui vont arriver. Donc là, après, sur la partie de gauche, nous voyons que nous pouvons déterminer différents paramètres. Donc le take-off altitude, c'est la zone de sécurité, la hauteur jusqu'à laquelle va aller le drone en sortie de dock. Typiquement, voilà, si le dock est positionné à un endroit voilà, avec quelques obstacles autour, on peut lui dire en sortie de station, tu vas absolument jusqu'à cette hauteur-là.
et voilà, pour éviter les obstacles. Et après, tu attaqueras ta mission. Donc en dessous, voilà, on voit que c'est les différentes altitudes. Donc là, en fonction pour la mission au global, donc soit il y a différents paramètres. Hein, donc il y a deux valeurs de hauteur à mettre. Donc il y en a une par rapport au niveau de la mer et une par rapport au niveau du sol. Donc là, ça c'est sur la partie de gauche, c'est pour la mission au global. Mais après, si vous voulez changer pour chaque waypoint, on peut le faire. Hein. Il suffit de décliquer follow route au niveau du waypoint. Et là, vous pouvez, au niveau du waypoint, lui indiquer une hauteur personnalisée pour chaque waypoint. Donc sur la partie de gauche, là, on va voir là qu'on peut ajuster la vitesse du drone pour sa mission. Voilà, là, on peut lui indiquer la façon de comment il va passer sur chaque waypoint, s'il fait un stop, s'il fait ses virages, voilà, il y a 3 modes différents, 3-4 modes, voilà, même un peu plus, pour gérer sa trajectoire sur chaque waypoint. Et à la fin, là, on va lui dire tout simplement, on peut lui paramétrer en fin de mission, qu'est-ce qu'il fait. Donc soit il fait retourne au point start et il attend, il exécute juste, il sort de la tâche, il atterrit, voilà, ou il fait un retour tourne. Bon, réglementairement en France, hein, on doit lui dire qu'il revient en France, qu'il revient à son point de départ. Je ne vais pas sauvegarder cette mission. Johan, il n'y a pas eu de questions sur cette partie-là? Alors, s'il y en a quelques-unes, la première, c'est est-ce que le doc a une certification, a une certification spéciale pour voler sur les sites sensibles? Exemple, EDF, aéroport, etc. Je voudrais préciser la question. Alors, certification, il a la certification CE, etc. Après, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la sensibilité des données, des choses comme ça ou... Après, la personne qui a posé la question, qui la précise. C'est Alexia qui a posé la question. J'attends de voir si elle précise dans le chat. En attendant, est-ce qu'il y a que le M30 qui peut fonctionner avec le dock? Oui, le dock est fait pour le M30 et M30T. Alors, je fais juste une aparté justement sur ça. La version du drone pour le dock, c'est une version du M30, c'est une version spécifique, donc qui est équipée des équipements pour pouvoir se recharger dans le dock. Mais par contre, ce drone est complètement utilisable hors dock. Voilà, sur des utilisations hybrides, on peut avoir un drone à M30 que vous utilisez au quotidien dans le dock, mais à partir du moment où vous le réappairez avec une radiocommande, une RC+, vous pouvez l'utiliser comme un matrice 30 complètement standard. Justement, concernant la certification, oui, en effet, concernant les données, mais aussi le fait que le doc ne soit pas d'origine française. Question certification. Non, il n'y a pas sur le hardware, il n'y a pas de certification particulière. Hein. Sur la partie données, là, justement, ça sera la certification se fera sur le logiciel en lui-même. Voilà, donc le Flight Hub 2, non, il n'aura pas de certification, hein, c'est du cloud géré par DJI, mais les éditeurs de logiciels qui voudront développer quelque chose compatible avec le doc, ça sera à cet éditeur de logiciel-là de faire certifier s'il y a des normes qui existent sur la protection des données. Hein. Alors, à savoir que voilà, quand on édite un logiciel spécifique pour gérer le doc, c'est un logiciel, entre guillemets, j'exagère, local. On se connecte directement sur le doc. Hein.
les API mises à disposition par DJI permet de communiquer directement avec le dock. On ne passe pas par un serveur tiers qui serait géré par DJI. On a deux questions un peu liées au point de vue de la maintenance du dock lui-même. Et justement, on demande aussi également s'il y a une caméra, entre guillemets, pré-vol intérieur pour voir l'état du drone et l'environnement intérieur, justement. Ouais. Alors, le dock n'est pas équipé d'une caméra intérieure et alors, il est équipé d'une caméra qui est sur le capot. On la verra tout à l'heure quand on va le mettre en route, qui est sur le capot. En fait, elle est positionnée juste en dessous de l'anémomètre, qui permet du coup, lorsque les capots sont ouverts, elle filme la plateforme. Et là, du coup, on verra le drone si tout se passe bien une fois qu'il est prêt à décoller. Cette caméra-là est équipée d'un éclairage. Donc, du coup, en cas d'opération de nuit, il permet d'éclairer le drone et la plateforme de décollage pour voir si la situation est normale. Il y a Loïc Richard qui demande justement si cette caméra, elle est contrôlable ou pas, ou si elle est fixe et elle n'a Non, pas de zoom. Elle fixe elle est la fixe. globalité. Et voilà, elle est fixe. De toute façon, on l'a déjà un peu vu dans nos premières phases d'études SORA, il faudra équiper le site d'une deuxième caméra qui permettra d'avoir un champ plus large sur l'environnement extérieur du drone, du dock et de la situation. Il faudra équiper la zone d'une deuxième caméra. Donc, voilà. Et après, dans le cas du Flight Hub 2, qui ne pourra pas être visualisé directement, mais dans les cadres de développement logiciel tiers, qui pourra être intégré le flux directement avec le reste, quoi. Dernière petite question de Christopher, qui a une question qu'il a posée tout à l'heure. Est-ce que c'est uniquement en vol automatique ou on peut aussi reprendre la main à tout moment lors d'une mission, etc. Alors, pour le moment, avec le Flight Hub 2, on n'a pas la main. Alors, on peut lui déclencher un retour to home à tout instant. Via l'interface Flight Hub 2. On n'a pas plus d'options à l'heure actuelle. Mais par contre, la solution dock, comme je vous l'ai dit, est opérable aussi en parallèle. On peut appairer une RC, en plus du dock. Donc à tout moment, on peut reprendre la main avec la RC+ sur le système. Donc voilà, s'il y a un opérateur qui est sur une opération sensible qui nécessite d'avoir un opérateur en plus, en double sur place, avec ce qu'on va faire actuellement, nous, sur notre mission, il y a un opérateur qui aura la télécommande en main, au cas où. Voilà, donc à tout moment, il peut reprendre la main et il prend la priorité sur le dock, sur le Flight Hub 2. Encore une question de Loïc Richard qui demande comment gérer le posé de précision, enfin l'atterrissage de précision entre le M30 et le plateau du dock. Alors, c'est géré en RTK plus un affinement visuel du drone. La station a sa propre base RTK qui retransmet du coup en temps réel les corrections et la position de façon centimétrique au drone. Et une fois que le drone est arrivé en phase d'atterrissage, la caméra principale s'oriente vers le bas et il y a des algorithmes qui permettent d'affiner le positionnement, du drone en plus du RTK. Ok. Donc là, on va passer sur le dernier onglet. Il y a d'autres onglets, mais dans cette présentation-là, on va passer sur l'onglet. Donc là, c'est sur l'onglet pour planifier les missions. Alors, planifier les missions dans le point de vue temporel, sur le calendrier. Donc, dans la philosophie du logiciel du Flight Hub 2, en fait, on planifie ces vols, on les mémorise, et après, on va pouvoir les programmer, alors soit en immédiat, ce qu'on va faire dans quelques instants,
où on va pouvoir lui dire tu fais sur une telle période sur autant de jours, sur quelques heures, etc. Tu le refais, tu le rejoues, tu le refais tous les jours à telle heure, etc. C'est dans cette partie de logiciel qu'on va pouvoir gérer ça. Donc en fait, il suffit de créer un plan. Donc ici, on lui donne un petit nom. Après, dans l'onglet Site Route, on va sélectionner la route qu'on désire faire. Donc ici, ça va être route 1. Donc là, on voit que sur la partie cartographie, il a commencé à charger le plan de vol à effectuer. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, le système est capable de gérer plusieurs systèmes. Donc ici, nous allons sélectionner le dock ou le drone. Là, ici, ça va être dans un cas du dock que nous voulons utiliser pour cette mission. Donc c'est ici après sur les temporalités. Donc là, on va dire qu'ici, en immédiat, en timé, en récurrent, en continu. Ici, nous allons déterminer la hauteur du RTH. Et après, un point très important, l'attitude à avoir en cas de perte de connexion. Voilà, si le drone allait, pour une raison X ou Y, bon, normalement, on est censé comme faire des plans de vol qui sont comment dire, acceptables avec les capacités de portée du système. Donc voilà, de ne pas aller hors de portée radio du système. Mais on pourrait lui dire, du coup, voilà, en cas de perte de connexion, soit tu fais un retour to home, ou soit tu continues ta mission. Donc ici, on fait un retour to home. En France, c'est complètement illégal de lui dire de continuer sa mission hors connexion. Et voilà. Et à la fin, on l'avait choisi. On l'avait choisi de refaire le retour to home, de se reposer en fin de mission. Donc là, on a vu la partie planification. Donc là, on va pouvoir lancer le vol. Du coup. Ouais, pour ceux qui souhaitent voir le déploiement justement du dock et le décollage du drone, dans la liste des participants, vous avez un Drone Myself vous allez voir en dessous, il y a marqué organisateur de la réunion. Vous cliquez sur les 3 petits points et épingler la vidéo. Enfin, vous avez juste épinglé à l'écran, pardon. Et normalement, vous devez avoir le doc qui apparaît à l'écran. N'hésitez pas à le mettre dans le chat si c'est OK pour vous tous, si Ouais. vous le voyez. Je répète, désolé, je répète une deuxième fois. Drone Myself dans la liste des participants, les trois petits points épinglés à l'écran. Donc, je vous laisse mettre dans le chat, voir si vous voyez bien la vidéo du doc. Le but, c'est que vous ayez une fenêtre avec du coup l'interface du Flight Hub et l'autre fenêtre avec le dock. Ça a l'air OK. Je vois des pouces en l'air, donc ça a l'air OK. On attend juste 2 petites minutes avant de lancer la mission, histoire que les gens aient le temps d'épingler à l'écran Drone Myself pour voir le doc. En attendant, j'en profite parce qu'il y avait une ou deux petites questions. Alors, je remonte un peu dans le chat. Tac, 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 tac. Est-ce qu'il faut que le télépilote soit sur site afin d'opérer le drone? En fonction de l'étude SORA qui aura été faite et des autorisations de vol obtenues, pas obligatoirement. C'est même le but, c'est même le but que le télépilote ne soit pas sur site. Donc, les discussions que la DGAC sont bien sont avancées et normalement, non, c'est des choses qui sont acceptées, qui sont acceptables que le drone puisse être opéré à distance. Mais alors, nativement, non, mais faudra équiper le drone, comme je vous l'ai dit au tout début, avec des systèmes de coupe-circuit, de géocaching, etc., pour que l'opération puisse être supervisée à distance. Et on est d'accord que le dock ne fonctionne pas sans le RTK. C'est obligatoire pour tout ce qui est automatisation, atterrissage, etc. Ouais, tout à fait. OK. C'est obligatoire.
Donc il y a deux cas d'usage. Je vais faire un petit aparté sur le déploiement du dock. Pour déployer le dock, quand on le positionne, bon, hormis son déploiement physique, hein, pour le paramétrage, notamment par rapport au RTK, il faut indiquer dans le paramétrage la position du dock avec, voilà, de façon, il y a ce qui s'appelle une calibration. Donc le plus simple, c'est de passer par un système N-Trip. N-Trip, un système, voilà, de correction RTK N-Trip. Donc du coup, là où la calibration se fait en quelques secondes. Si le système, on était dans une zone blanche sans 4G, etc., où on ne peut pas se connecter à un système de correction, donc forcément, cette calibration est à faire qu'une seule fois, hein. Une fois que le drone il est positionné, de toute façon, le dock est positionné, ça, il ne bouge plus. On peut laisser tourner le dock pendant 5 heures. À peu près, et en fait il va affiner sa position jusqu'à temps d'avoir une précision suffisante, et il va s'auto-déterminer sa position et activer son RTK après avoir affiné sa position pendant plusieurs heures, quoi. Mais Dernière question avant que tu lances le vol. Est-ce que les missions programmées elles peuvent être lancées de manière récurrente sans action d'un opérateur? à l'heure actuelle, non. Il y a forcément, de toute façon, la DGAC n'acceptera pas qu'il n'y ait pas un opérateur, même en distance, il faudra il y aura forcément un opérateur devant le système, même à 300 km. Il y a vraiment la différence entre ce qu'on appelle les vols autonomes et les vols automatiques. La DGAC accepte des vols automatiques, donc supervisés à distance, mais pas des vols autonomes. Il faut qu'il y ait toujours un opérateur qui surveille le système. Donc, qui va autoriser le vol, le lancement du vol, quoi. Et qui va forcément surveiller le vol. OK, donc là, il ne reste plus qu'à cliquer sur OK. Et si tout se passe bien, ça va charger la mission. Voilà. Dans le système. Donc là, on voit que c'est in progress. Je vais revenir sur la page principale. Donc là, j'ai affiché la télémétrie du système. Le drone est en train de se mettre en route. Le dock s'est ouvert. Là, je vais afficher la caméra principale. Donc en vol, hein, par contre, alors on n'a pas la main sur l'orientation de la caméra. Là, je peux lancer un enregistrement, mais je peux choisir la caméra, le type de capteur que je veux voir. Donc là, je suis sur le grand angle. Je peux basculer sur le zoom. Voilà. Là, nous sommes partis en vol. Il va rejoindre son premier waypoint. Alors, nous avons fait un plan de vol assez simple, hein, un peu périmétrique, avec différentes prises de photos, au fur et à mesure qu'il passe sur ces waypoints. Donc là, on voit que le drone prend ses angles caméra automatiquement et prend les photos. Donc à tout moment, on peut basculer sur la caméra grand angle ou la caméra thermique. Donc en temps réel, on a tous les paramètres, toute la télémétrie du drone, tension, réception satellite, sa vitesse, la distance par rapport au home point. On peut visualiser aussi la caméra HPV si besoin.
On a les statuts du drone, la transmission, la valeur de transmission, le débit, la température extérieure. Je peux rajouter ici la fameuse caméra FPV, pas la caméra FPV, la caméra du dock. On peut passer la caméra en plein écran. Et on a toujours, bien sûr, accès au changement de type de caméra. Là, j'ai rebasculé sur la caméra zoom. J'en profite le temps de la mission. Il y a Loïc Richard qui demande si on peut paramétrer les limites météo acceptables. Par exemple, s'il y a trop de vent, s'il va y avoir une pluie trop forte. Et les valeurs par défaut. Alors, la pluie va nous indiquer qu'il y a de la pluie. Pour le vent, c'est les paramètres, c'est pas les paramètres constructeurs, les 12 mètres par seconde. Voilà. Donc, à l'initialisation du système, on lui paramètre un point d'atterrissage alternatif au cas où le drone ne pourrait plus se poser dans la station. Voilà, il va venir se poser. Il va venir se poser sur son point de secours. Mais après, voilà, on est comme dans une phase de bêta test, où DJI nous demande aussi forcément des retours, et il y a beaucoup de fonctionnalités qui vont être enrichies, au fur et à mesure, quoi. Forcément, si le but de vouloir de faire un logiciel aussi en serveur privé, c'est que ça nous permettra d'implémenter les fonctionnalités vraiment désirées par le client final, quoi. On a une autre question. Combien de temps, en moyenne, il faut pour déployer et mettre en œuvre le système complet prêt à opérer? Prêt à opérer. Alors, si on parle d'un déploiement temporaire, il faut un quart d'heure, 15 minutes. Le temps de sortir, le plus long, c'est le temps de sortir le dock et de faire la calibration pour le RTK. Et si on a un abonnement de correction Orphéon ou quelque chose comme ça prend 30 secondes, hein. Donc, par contre, si on n'a pas cet abonnement ou en zone blanche sans couverture 4G, il y aura les fameuses plusieurs heures de positionnement pour avoir le positionnement RTK, quoi. Ouais, après, il y a le paramétrage du point d'atterrissage de secours. Mais voilà, en 15-30 minutes, c'est déployé. Il y a Christopher qui demande, du coup, il n'y a aucun contrôle d'environnement durant le vol. Si par exemple, il y a d'autres vols dans le coin, d'autres drones qui volent, est-ce que il y On a a la possible... DSB, hein. On a la D'accord. DSB, mais sur la version du FlightHub, il n'y a pas d'UTM entre guillemets. Dans cette version de logiciel-là, il n'y a pas de, conscience d'environnement d'autres drones pour le moment. À part d'autres drones qui seraient connectés au FlightHub, bien sûr. Là, pour info, le drone va pas tarder à finir sa mission. Donc, je vous invite à regarder la caméra du dock parce qu'il va pas tarder à atterrir, justement, dans quelques secondes.
Donc là, le drone est juste au-dessus du dock, il est encore assez haut, il est en train de descendre automatiquement. Et vous allez voir que le dock va s'ouvrir au dernier moment quasiment, quand le drone se situe à peu près à 8 mètres, on va dire, quelque chose comme ça. Donc, comme vous l'avez vu, le drone s'est posé. Donc il va finir, là on voit encore un petit peu qu'il y a encore, il nous estime encore 1 minute dans la mission. Donc là il finit tous ses checks, le drone est repositionné sur le centre de la plateforme pour se charger et la station va finir par se refermer. Vous pouvez voir la cinématique justement de la fermeture avec les hélices qui tournent tout doucement avec le capot pour que ce soit replié. Et voilà. Voilà, du coup la mission est terminée. Mission terminée et on voit là, ça y est, le drone est repassé en rechargement. Il était à 59% et là il nous indique que il est en train de se charger. Il y a Christopher qui demande si on est obligé de créer une NOTAM. Comment? Il y a Christopher qui demande si on est obligé de créer une NOTAM. Ça va dépendre de la zone où il est déployé. Ça, Ok. on est entre guillemets sur pas les mêmes autorisations de vol que des vols de drones standards, mais un petit peu quand même, quoi. Je veux dire, si on est dans une zone réglementée, etc., voilà, Ouais, les avec autorisations restent les mêmes en fait. C'est juste que les au lieu d'être autorisations vont piloté, rester les mêmes, sauf que dans le cadre de la SORA, tous ces aspects-là vont être passés en revue pour cadrer justement si on est dans une CTR, en OTAM, si voilà la communication à avoir avec les gestionnaires des zones de vol, etc., des zones aériennes, etc. En fait, c'est le but de la SORA de passer toutes ces autorisations en revue pour cadrer et avoir un process de vol récurrent du système, quoi. Donc là, la mission est terminée. Après, bah là, on peut passer sur la phase de question. Ouais, on va juste pour vous faire voir, on va prendre à la main la caméra là qui était à côté en visu du dock, et moi du coup on va pouvoir vous montrer d'un peu plus près le drone dans le dock, etc. Donc je vais la réouvrir. pour ceux qui ont toujours la caméra du dock activée, vous voyez, on a rapproché la caméra pour vous montrer bien précisément toute l'ouverture, etc. Non, 80, à peine 90. Donc là, nous voyons que le drone, voilà, nous l'avons équipé de notre système de coupe-circuit plus parachute, donc parfaitement intégré au drone et dans le dock. Voilà. Donc ça, ce système-là permet lors des études SORA de diminuer les risques justement voilà, dans les calculs de SORA. Donc là, j'ai libéré le drone de la station, système de recharge. Donc là, on voit que voilà, si le drone arrivait se reposer non centré sur la plateforme, on voit la cinématique qui permet de recentrer le drone et de le mettre en chargement.
Voilà, hop. Je vais refermer la station. On a une question. Oui. Sur le chat, est-ce qu'il y a moyen de lui ajouter également un haut-parleur ou un spot LED pour les missions de surveillance et de les déclencher à distance? Tout à fait, tout à fait. Le système dock et notre système de parachute laisse la baie accessoire libre sur le drone. Donc on peut lui rajouter haut-parleur, projecteur, voilà. Donc, et qui peuvent être utilisés pendant l'émission. Ouais. Donc là, oui, là maintenant, voilà, on peut attaquer la phase questions-réponses. Bon, même si on a quand même un petit peu répondu un petit peu au fil de l'eau, mais s'il y a d'autres questions, c'est le moment. Quel est le poids du drone tout équipé? Avec le système de parachute, on est à peu près à 4,5 kg. En quelle matière est faite la station, plus précisément le capot? Donc, la alors est-ce qu'on m'entend encore? Parce qu'il y a Oui. une ouais, non, c'est une tentative de connexion. Le capot est une espèce de PVC, renforcé, c'est un espèce de plastique, pour qu'il soit assez léger, hein. Après le reste de la station est complètement métallique, mais, le capot est, avec des il y a des joints d'étanchéité, mais les capots sont en plastique, par souci de légèreté. Après, ça reste quand même bien costaud, hein. Hop. Ouais, Oui. c'est bon, Ouais, c'est bon, c'est j'entends. bon. C'est ce Il y a qui Fred qui demande 25 minutes de charge, 30 à 40 minutes de vol. Peut-on espérer utiliser 2 M30 pour une mission perpétuelle? Oui, oui, oui. Alors, on n'a pas la possibilité de faire décoller, pour le moment, hein, on n'a pas la possibilité de faire décoller un drone d'un dock et de le faire atterrir sur l'autre. Mais par contre, le système, on peut tout à fait gérer plusieurs docks en même temps. Donc après, c'est de la planification de vol. Ouais, donc en gros, dès qu'il y en a un qui se pose, le tir décolle, et ainsi de suite, et la mission elle est en continu opérationnelle. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant le doc ou FlightHub ou toute autre question reliée à tout ça? Peut-on router le flux vidéo vers un autre logiciel? Avec FlightHub 2, non. Mais avec le logiciel tiers, oui. Ok. Fred qui demande quel est le ticket d'entrée pour la solution. Nous sommes à peu près sur la version en M30 dans les 20 000 euros hors taxe, et en version M30T 25 000 euros hors taxe. Donc là, c'est le dock, pas nu, hein, c'est le dock avec le drone. Après, voilà, il faut rajouter le système coupe-circuit, parachute, toute la partie. Après, si on veut un serveur, si on veut un logiciel sur serveur privé, donc il y aura ce coût-là. Donc là, et aussi après tout ce qui est autorisation de vol, si c'est pas fait par le client final, quoi. Êtes-vous disposé à réaliser Oh là, attends, ça va un peu vite. Êtes-vous disposé à réaliser un POC sur site en Belgique?
époque. Faut étudier la question, là, faut nous contacter directement. Faut pas nous contacter directement. Là, on est en phase de POC avec un grand groupe en France, mais voilà. Après ça, Est-ce que le dock plus FlightHub sont-ils intégrables à un dispositif de sécurité avec possibilité d'envoyer une mission levée de doute sur un déclenchement d'alarme, intrusion ou autre? pas avec le Flight Hub 2. Avec notre développement sur serveur privé, le logiciel privé, oui, mais pas avec le Flight Hub 2. Par rapport à votre expérience, quels sont les secteurs où il y a ce genre de demande de vol régulier et autonome? Alors les secteurs visés, on a tout ce qui est inspection, donc inspection récurrente, hein, photovoltaïque, éventuellement éolienne, ouvrage d'art, etc. Après tout ce qui est minier, hein, voilà, donc pour tout ce qui est les activités minières où ils ont besoin éventuellement soit d'assurer de la sécurité des sites ou de faire des vols récurrents pour faire tout ce qui est calcul de volumétrie de ce qui aura été extrait de la mine, etc. Et après, il y a tout le côté forcément surveillance de site, ronde périmétrique, etc. Déclenchement de mission sur alarme, et voilà quoi. C'est à peu près les secteurs visés. Agriculture aussi. Agriculture, on peut voilà avoir avec des déploiements de doc, alors pas forcément sur toute une année, mais sur plusieurs semaines, voilà, pour faire des études de la végétation, quoi. Est-ce Attends, on a une question juste. Une question, excusez-moi. Est-ce que Flying Egg propose un accompagnement pour les questions réglementaires, SORA par exemple, Tout à etc. fait, tout à fait, tout à fait. On sera en mesure de vous accompagner, hein, c'est le but, hein, c'est de proposer un package complet, drone, station, aide au déploiement sur site, aspect réglementaire, maintenance, voilà, c'est vraiment une solution globale clé en main, quoi. Il y a Jérôme qui dit ça serait intéressant de dire à DJI qu'avec un drone multispectral, ça serait bien également. Alors, actuellement, effectivement, avec le drone en multispectral, ce n'est pas possible, mais le drone est ouvert en PSDK. Donc, dans l'absolu, on doit pouvoir, alors ça c'est, je vais prendre avec des pincettes, hein, mais on doit pouvoir intégrer un capteur multispectral via le connecteur PSDK du drone, hein. Donc, et même, là, faudrait qu'on voit avec notre équipe de développement, de R&D, si on arrive à rapatrier toutes les photos, etc., via le PSDK, mais normalement, techniquement, je vois pas d'inconvénient, quoi. Donc, on pourrait transformer la solution avec un capteur multispectral, mais via un développement spécifique, quoi. Encore une question. Il faut compter combien pour la solution globale, hard, soft, installation, réglementaire, autre? Bon, ça va toujours être du sur-mesure, hein, Ouais, mais après, grosso modo, on sera autour dans les 50 000 € hors taxe, à peu près, compris. tout compris, hein. Tout. Ok. Après, voilà, il y aura toujours des Ouais, c'est sur spécificités, demande après, ça, forcément. mais voilà, en moyenne, on serait sur à peu près 50 000 €. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le coût annuel du logiciel. Alors sur Flight Hub 2, c'est pas encore déterminé. Bon, on était sur quelques centaines d'euros par an ou mois. Voilà, il y avait quelques bruits qui avaient fuité. Sur notre logiciel privé, c'est pas encore déterminé. C'est pas encore déterminé, mais ça sera pas. On sera à quelques pourcents du prix de la solution globale, quoi. Ce qui permettra, voilà, forcément, hein, c'est maintenance, mise à jour de fonctionnalités, etc., quoi, sur la partie logicielle. Pour la sécurisation de ce genre de vol, y a-t-il quelque chose de disponible comme aéroscope ou autre?
Alors, on peut mettre en place, on a des partenaires sur de la détection de drones. Sur la partie serveur privé, logiciel privé, on mettra en place on pourra connecter d'autres drones, des systèmes de balises, etc., qui pourront remonter en live sur le fond de carte, voilà, donc gérer les drones entre guillemets amis et où on aurait déjà la connaissance de leur présence. Après sur des drones entre guillemets qui ne seraient pas amis, voilà, sur de l'intrusion, voilà, on a des partenaires qui déploient des systèmes de détection, voilà. Parce que bon, je ne vous cacherai pas qu'on sommes toujours distributeur de la solution aéroscope, mais DJI a arrêté la production, donc pour le moment cette partie-là est en stand-by chez DJI. Mais on a d'autres partenaires qui permettent d'assurer la détection de drones sur toute marque. Après, on demande, est-ce qu'il y a une solution DJI qui remplace Aeroscope pour coupler parfaitement les différents systèmes? Pour le moment, non. Voilà. Si un client déjà équipé d'un aéroscope, nous sommes en mesure de l'intégrer. Voilà, les aéroscopes existants, le système existant est intégrable alors pas dans Flight 2, mais toujours dans le logiciel Flying Eye, on va dire. C'est intégrable, c'est faisable. On a cette capacité de récupérer les informations de l'aéroscope, mais en tout cas pour le moment, il y a pas de DJI n'a pas communiqué sur un remplaçant de l'aéroscope. Faut-il déployer des antennes complémentaires au dock pour le FTS, par exemple? Oui, il y aura un système de transmission indépendant avec des antennes supplémentaires pour la gestion du FTS, effectivement. Ouais, donc FTS, c'est Flight Termination System, pour les gens qui ne seraient pas coutumiers de ce terme, c'est le coupe-circuit, le système coupe-circuit parachute. Bon, a priori, on a fait le tour des questions. En tous les cas, si vous avez d'autres questions à la suite Voilà. de ce webinaire, vous pouvez nous contacter, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail, ou nous contacter même directement par téléphone. On reste joignable et disponible. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi, FX? S'il n'y a plus de questions, vous remerciez toutes les personnes d'avoir assisté à la démonstration. Je le répète, il est encore en phase, le système est encore en phase de bêta. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui vont arriver dans les semaines, mois qui arrivent. Voilà, la commercialisation devrait être sur juin, voilà. Donc voilà, donc faut pas hésiter à nous contacter. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci Merci à beaucoup. tous. Bonne journée. Merci. Au revoir.